Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude d'une deuxième inscription. Je ne reviens pas sur tout l'intérêt que j'ai cité à propos de l'épigraphie, et vous allez voir tout de suite que nous allons monter un échelon de plusieurs échelons dans la hiérarchie sociale et politique à Rome. Nous avons étudié il y a 2 jours une inscription relative à une matrone qui vivait dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Nous avions préalablement étudié antérieurement une inscription d'un personnage très important, puisqu'il s'agissait d'un consul, c'est-à-dire d'un co-président de la République, qui avait été également un grand général. Et puis, nous allons étudier maintenant le sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire une inscription relative à un grand empereur romain qui s'appelle Trajan, qui est le dernier grand conquérant de l'histoire romaine. Je vous ai tracé au tableau une ligne du temps qui couvre les 2 premiers siècles de notre ère. J'ai mentionné le nom des 3 dynasties qui vont se succéder pendant cette période, à savoir les Julio-Claudiens, donc de moins 27 avant Jésus-Christ, donc de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 68 après Jésus-Christ. Pendant cette période, il y a toute une série d'empereurs qui se succèdent. J'ai mentionné pour cette période-là le fondateur de cette dynastie. On aurait pu même remonter à César, mais enfin, c'est Auguste qui est le premier prince princeps qui fonde une dynastie. Succède à Auguste Tibère, Caligula, Claude, Néron. Donc ce sont les empereurs de la dynastie julio-claudienne qui succèdent donc à Auguste. Ensuite, l'année 69 ici, vous avez une année tout à fait particulière puisqu'elle voit des guerres civiles très importantes, lors de laquelle des prétendants à l'Empire se disputent, se font la guerre. Il s'agit de cette année, qu'on appelle d'ailleurs l'année des 4 empereurs. C'est l'année où Othon, Galba et Vitellius, le petit veau Vitellius, se succèdent, et celui qui l'emporte est finalement Vespasien. Vespasien inaugure une nouvelle dynastie, celle des Flaviens. Cette dynastie s'étend donc de 69 après Jésus-Christ jusqu'à 96. Vespasien a 2 fils qui vont lui succéder. D'abord Titus, et enfin Domitien, que l'on appelle aussi le Néron chaud. Titus, c'est celui qui va faire la guerre aux Juifs. Et sur l'arc de Titus à Rome, on peut voir justement le conflit, la guerre qu'il fait aux Juifs. Il y a un candélabre à cette branche qui ne laisse aucun doute sur les ennemis de Rome à ce moment-là. C'est à l'époque également de Titus que se produit l'éruption du Vésuve, donc en 79 après Jésus-Christ, qui est racontée entre autres par Pline le Jeune, et qui conduit à la destruction d'Herculanum et de Pompéi, près de Naples. Ensuite, de 76 jusqu'en 192 après Jésus-Christ, se met en place une nouvelle dynastie, sauf qu'à l'inverse des 2 dynasties précédentes, celle des Julio-Claudiens et des Flaviens,
dans cette dynastie, les empereurs qui vont se succéder n'ont pas de lien de filiation biologique, génétique entre eux. En effet, chaque empereur adopte de son vivant son héritier. Donc, pendant un siècle, c'est l'adoption qui va primer. Et c'est ce qui explique qu'à la fin du film que vous connaissez, Gladiator, eh bien, Marc Aurèle ne choisit pas pour lui succéder Commode, son fils, mais il a en tête que ce soit un général valeureux qui s'appelle Maximus. C'est de la légende, bien entendu, mais c'est représentatif de cette notion d'adoption. Finalement, c'est bien Commode, et toute cette histoire-là est une fiction, bien entendu, hein, mais c'était bien le principe de l'adoption. C'était pas donc le fils, là, quand on voit Commode, il n'est pas déchu de ses prétentions, puisque sous cette dynastie, pendant 100 ans, c'est un autre principe que le principe, je dirais, biologique qui prévaut. Alors, dans cette dynastie, vous avez d'abord Nerva, dont il va être question dans la lecture de l'inscription que nous allons traiter dans quelques minutes. Ensuite, Trajan, grand chef militaire, auquel succède Adrien, puis Antonin dit le pieux, ensuite Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait en grec d'ailleurs, et enfin Commode, après la mort de Marc Aurèle. En 193, je passe sur cette année de 192-193, qui est une année effectivement où, un petit peu comme l'année 68-69, il y avait eu une période de conflit très intense pour accéder au pouvoir. C'est une nouvelle dynastie qui va se mettre en place jusqu'en 235, c'est la dynastie des Sévères. Donc à partir de 193, vous allez avoir donc Septime Sévère qui devient empereur et ses successeurs pendant donc une quarantaine d'années appartiennent à la même famille que lui. Et là, c'est de nouveau le principe de filiation génétique qui prévaut, ce n'est plus le principe de l'adoption. La période qui commence à partir de là s'appelle le Bas Empire romain jusqu'en 476. Les 2 premiers siècles de notre ère, jadis, maintenant de moins en moins, eh bien, cette période-là était appelée l'époque du Haut Empire. Voilà. Donc vous retenez Haut Empire, les 2 premiers siècles, et les 3 derniers siècles, ou plutôt le siècle et demi qui reste après Jésus-Christ, donc 3e, 4e et 5e siècle, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le Bas Empire, mais cette terminologie a été remplacée depuis maintenant quelques décennies, au moins 2 ou 3 décennies, par une nouvelle formule qui est celle de l'Antiquité tardive. Voilà. Maintenant que l'on a resitué dans l'histoire générale l'histoire des grands empereurs de Rome, du 1er et du 2e siècle, nous allons passer à une deuxième ligne du temps, une deuxième chronologie. Je n'ai repris que 3 décennies, donc il s'agit en fait d'un agrandissement de la ligne du temps que je vous ai montré il y a quelques minutes, et j'ai repris uniquement les événements qui interviendront dans la compréhension de l'inscription. Je pars donc de 96 après Jésus-Christ, c'est le moment où se met en place la dynastie des Antonins qui fonctionne, je viens de vous le dire, sur base de l'adoption. 1 an après l'accession à l'empire de Nerva, qui va revenir dans l'inscription, l'empereur adopte déjà son héritier. Donc en 97, il adopte son héritier. Son héritier, c'est Trajan. Trajan va régner en
entre 98 et 117 de notre ère. Donc tout ceci correspond au règne de Trajan. Alors maintenant, j'ouvre le tableau et vous allez découvrir avec moi l'inscription sur laquelle je compte travailler avec vous. Je vous la lis tout d'abord et ensuite nous allons l'analyser. Alors, Senatus Populusque Romanus. Alors, imp, je ne résous pas maintenant, je résous après. Imp, Caesari, divi, Nervae, F, Nervae, Traiano, Aug, Germ, Dacico, Pontif, Maximo, Trib, Pot, alors ici c'est Decimum septimum, je veux dire 17, Imp, alors ici 6 c'est Sextum, alors Cos, de nouveau Sextum, PP, Ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus. Voilà. Alors, il s'agit en fait d'une inscription qui se trouve à la base d'une colonne que vous pouvez voir lorsque vous faites du tourisme à Rome. Je vous la montre, il s'agit de la colonne Trajane. Dois-je m'avancer ou pas? C'est bon? Voilà. Donc la colonne Trajane, dont vous voyez ici le fût, à sa base, en bas ici la page, a donc une inscription. Vous voyez que cette colonne, un long fût, est surmontée d'une statue qui n'est plus celle de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, au sommet de cette colonne, vous avez la statue de Trajan. Depuis la fin du XVIe siècle, depuis 1588, vous avez la statue de Saint-Pierre. Alors pourquoi? Il ne faut pas oublier que depuis l'époque de Pépin le Bref, jusqu'en 1870, c'est-à-dire, vous imaginez, pendant 1000 ans, Rome a appartenu au pape. Le pape était le souverain de Rome. Et pas seulement de Rome, de territoires qui se trouvaient tout autour de Rome et qui couvraient pratiquement un quart de l'Italie, que l'on appelle les États pontificaux. Donc, quand vous étiez à Rome à la fin du XVIe siècle, vous étiez dans une ville pontificale. Ce n'était plus une ville impériale. Et, logiquement, il y a un certain nombre de statues qui ont été soit déboulonnées, pas du tout pour les détruire, mais souvent pour pouvoir les placer ailleurs, et par exemple dans le musée du Vatican. Parce que les papes, surtout ceux de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, étaient très friands d'antiquités grecques et surtout romaines, hein, et c'est ce qui explique qu'au musée du Vatican, vous avez des collections d'une richesse tout à fait insoupçonnable. Voilà, ça c'est la première chose. Alors maintenant, je vous montre sur la page de droite, ça passe pour la caméra? Alors, ce que vous devez voir ici, c'est pas grand-chose, hein, je ne vous demande pas d'identifier tous les lieux. Vous connaissez sans doute, ici au-dessus, mais au-dessus en fait c'est le sud, hein, parce que là, c'est orienté dans ce sens-là, donc au sud, ici vous avez l'amphithéâtre. L'amphithéâtre romain, on appelle aussi le Colisée. Pourquoi le Colisée? Parce que si vous regardez bien, ici, enfin c'est très difficile, hein, je crois que sur la caméra ça n'en a rien, vous avez une statue colossale qui a donné son nom à l'amphithéâtre Flavien, hein, qui date de l'époque de cette seconde dynastie du 1er siècle après Jésus-Christ, et c'est ce colosse qui a donné son nom à l'amphithéâtre plus tard, au Moyen-Âge. Donc on a dit le Colosseo,
c'est-à-dire le bâtiment qui se trouve à côté de la statue colossale. En fait, c'était à l'origine, c'était la statue de Néron qui se trouvait là. Mais cette statue ne s'y trouve plus. Bon. Alors, où se trouve la colonne Trajane? Alors, la colonne Trajane, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ce n'est pas évident. Hein. Vous avez ici le forum d'Auguste. Bon, surtout pour moi qui suis en train de voir la photographie de cette maquette à l'envers, le forum d'Auguste. Ici, vous avez le forum de... Attendez, hein, oui, le forum de Trajan. Et ici, vous avez la colonne dont il sera question dans ce texte. C'est la colonne qui est là. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu l'emplacement de la colonne Trajane par rapport au Colisée, par rapport au forum d'Auguste, ici, ou par rapport au forum de César qui se trouve là. Le forum, je vous le rappelle, c'était une grande place qui correspond un petit peu à l'agora chez les Grecs. C'est l'équivalent. D'ailleurs, à l'heure actuelle, quand on dit que l'on va organiser un forum, eh bien, c'est un lieu où tout le monde va s'exprimer et discuter. Alors, reprenons maintenant notre document, notre inscription. Il y a dans cette inscription 3 parties. Nous avons fait un peu de diplomatique ensemble lorsque nous avons travaillé sur des documents mésopotamiens et sur des documents égyptiens. Vous vous souvenez, nous avons travaillé sur des textes de Nabonide, sur un texte d'Antiochus III et sur un texte de Darius aussi, sauf erreur de ma part. Et pour l'Égypte, nous avions travaillé sur un document du pharaon Horemheb. Bon, maintenant, nous ne sommes plus dans l'Antiquité proche-orientale, nous sommes donc dans l'histoire romaine. Première partie. Elle correspond, c'est au nominatif. Je rappelle, puisque vous n'avez pas fait beaucoup de latin et il y a quand même assez longtemps, le nominatif, c'est le cas qui permet de nommer les choses, autrement dit, c'est le sujet. Hein, vous voyez, ça se termine par us. Donc, c'est le cas le plus simple, c'est le sujet. Vous avez un sujet, et donc si c'est le sujet, senatus popusque Romanus, ça signifie que c'est la personne morale ou l'ensemble des personnes physiques qui dédicace au profit de quelqu'un l'inscription qui va suivre. Donc ce sont les auteurs, ceux qui ont demandé à ce que l'on dédicace l'inscription en faveur de quelqu'un. Voilà. Donc, vous avez le Sénat et le peuple romain. Donc ça s'appelle comment, diplomatique? Ça s'appelle la suscription ou l'intitulation. Donc je vais mettre d'abord ici donc peut-être une autre couleur, on veut garder du blanc. Donc c'est ce qu'on appelle la suscription ou l'intitulation. Ou intitulation. C'est la même chose. Suscription ou intitulation. Deuxième partie. Alors, deuxième partie, c'est en fait la personne à qui on dédie. Ceci c'est le dédicant, ceci c'est le dédicataire. La personne à qui l'on dédie l'inscription, on peut savoir que ce sont les 3 lignes qui suivent, parce que tout est un cas que l'on appelle le datif. Le mot datif vient d'un verbe latin dare, et l'on donne à quelqu'un. On dédicace à quelqu'un. Les terminaisons des mots permettent de savoir qu'il s'agit bien d'un datif. Ce sont ces 3 lignes-ci dont les désignants sont au datif. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appellerait en français donc
au niveau de l'analyse grammaticale, des compléments d'objet indirect, des COI. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle, alors, la dédicace, mais nous avons vu qu'il y avait un autre mot qui était utilisé également en diplomatique, c'est ce qu'on appelle l'adresse. C'est la personne à qui l'on adresse le message, ici, comment dirais-je, l'inscription. Donc c'est l'adresse ou la dédicace. La dédicace. Et alors, ce qui se trouve à la fin, on va le voir, mais quand on a un sujet, que l'on a une personne à qui l'on s'adresse, il faut encore expliquer le but de l'action que l'on mène. Pourquoi l'on dédicace? Et en diplomatique, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelait? C'était l'exposé. On donne les raisons. On donne les raisons. Donc c'est l'exposé. Ici, il n'y a pas de dispositif, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte juridique. Il s'agit en fait d'une gratification. Bon. Alors, on commence tout d'abord par la partie supérieure. Senatus Populusque Romanus. C'est qui ça? Eh bien, il y a d'abord le Sénat. Le Sénat, à Rome, a vu, au moins théoriquement, je dis bien théoriquement, ses pouvoirs accrus à l'époque impériale, au moins au 1er siècle après Jésus-Christ, par rapport à ce qu'ils étaient précédemment. Pourquoi? Parce que précédemment, il y avait à côté du Sénat, à l'époque républicaine, il y a 300 sénateurs, pour faire bref, tandis qu'à l'époque impériale, il y en a 600 sénateurs. C'est qu'à l'époque républicaine, il y a encore des assemblées populaires, que l'on appelle des comices. C-O-M-I-C-E-S, des comices. Il y a 3 sortes de comices. Il y a les comices curiates, les comices centuriates et les comices tributes. C'était les comices centuriates qui élisaient les magistrats aux différentes fonctions. À l'époque impériale, les comices voient leur rôle réduit de plus en plus, leur rôle s'amenuise, et finalement les comices vont disparaître. Autrement dit, le peuple n'aura plus rien à dire, parce que l'on est rentré dans un système qui n'est plus celui de la République, d'une démocratie. On a vu avant-hier de quelle démocratie il s'agit, que c'est une démocratie qui ne concerne que les classes supérieures. Vous avez parlé du vote censitaire, vous vous souvenez, avant-hier. Mais il s'agissait quand même d'un système où le peuple avait son mot à dire. À partir de l'époque impériale, on rentre dans un système monarchique, comme sous la royauté. Autrement dit, ce n'est plus le peuple qui décide, c'est un personnage qui est seul et qui s'appelle le princeps, c'est-à-dire le prince. C'est le premier qui vote au Sénat. Et dans ce système-là, eh bien, c'est l'empereur qui se cache en fait derrière le Sénat et qui a la réalité du pouvoir, même si officiellement c'est le Sénat qui l'a, puisque les comices ont été dépouillés de leur fonction initiale sous la République. Donc, c'est donc bien le Sénat de Rome qui va dédier à l'empereur la base de la colonne. On va voir pourquoi tout à l'heure, la raison s'en trouve dans l'exposé. Et le populus, c'est qui? Eh bien, le populus, ce sont tous ceux qui ne sont pas sénateurs ou chevaliers. Donc, c'est l'immense majorité de la population. Il n'y a plus à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire aux environs de 100 après Jésus-Christ, de distinction entre le patriciat et la plèbe.
L'aristocratie siège essentiellement par le biais de ses représentants au Sénat. Au Sénat, l'on trouve aussi d'anciens magistrats. Donc en fin de charge, un certain nombre d'entre eux rentrent au Sénat. Pour être sénateur, il faut aussi disposer d'une fortune d'1 million de sesterces, ce qui est énorme. Pour les chevaliers, pour l'ordre équestre, il suffit d'avoir la moitié, enfin il suffit, imaginez qu'un 2,5 million de sesterces il y a 2000 ans, hein, ce n'était pas des pauvres, hein, bien entendu. Mais le populus, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas, c'est tous ceux qui ne siègent pas au Sénat, autrement dit, ceux qui n'ont plus rien à dire, puisque je vous ai dit que derrière le Sénat, qui décide officiellement, mais qui progressivement va avoir de plus en plus une fonction honorifique sous le Principat, sous l'Empire, bien se cache l'empereur, qui lui nomme les fonctionnaires, qui finalement c'est lui qui décide de la paix et de la guerre. Alors, ensuite il y a marqué Romanus. Ben, Romanus, il n'y a pas besoin d'expliquer, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est l'art romain. Bon. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la souscription ou l'intitulation. On va passer maintenant à la dédicace proprement dite. Je vous ai dit que tout est au datif. Donc, il suffit de voir la désinence, hein, la partie finale de chacun des mots, qui signifie que c'est la personne à qui on attribue quelque chose. Dans cette adresse, dans cette dédicace, vous allez voir qu'il y a toute une série de titres qui se succèdent, des titres extrêmement nombreux. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de résoudre les abréviations. Ensuite, une fois qu'on a résolu les abréviations, il va falloir voir, séparer chacun des titres et voir à quelle réalité cela correspond. Soit au niveau des dignités dont bénéficie l'empereur, soit au niveau des fonctions politiques, militaires ou religieuses qu'il occupe. Alors, le imp que l'on trouve en premier lieu, c'est un datif, donc c'est imperatori. Je l'écris en dessous, c'est imp. Bon, je vais l'écrire en écriture en italique, hein, je crois que c'est plus facile, donc c'est imp, et entre parenthèses, parce que toute abréviation résolue, vous devez la mettre entre parenthèses. C'est une règle qu'on utilise en épigraphie. Imp, et puis imperatori. Ça va? Bon. Caesari. Divi. Neruai. Alors ici, le datif de filius, c'est filio. Donc vous allez avoir F, et entre parenthèses, vous écrivez I-L-I-O, filio. Aug, ce sera Augusto. Aug, et entre parenthèses, Usto. Germe, ce sera Germe, et puis évidemment, Manico. Dacico, et puis ici, Pontifique qui, puisque c'est un datif. Pont, if, et puis en parenthèse, pontifici. Pontifici, datif. Ensuite, Maximo, alors là, il s'agira d'un datif, puisque c'est celui qui est détenteur de la puissance tribunicienne, donc ce sera tribe, et entre parenthèses, tribunicia. Tribunica. Et à côté, pot, testate. Imp, on l'a déjà dit tout à l'heure, imperatori. Cos, ce sera, alors tenez-vous bien, il y a plusieurs lettres qui sont ajoutées, il y a co,
Puis vous mettez entre parenthèses de L, parce que consul, ça s'abrège toujours sous la forme de cos, et pas de cons. Cons, sous, li. Donc vous avez le S ici qui n'est pas entre parenthèses, parce qu'on le retrouve dans l'abréviation. Et puis alors ici, vous avez sextum, qui se trouve là. Enfin, je peux écrire les chiffres romains à côté, si vous voulez, les adjectifs numéros ordinaux. Alors, ici, je vais mettre, alors là, c'est P, c'est patriae, patrie, le père de la patrie. Alors, ensuite, jusqu'à la fin, il n'y a plus de résolution à faire. Je vérifie. Donc, imperatori, ici filio, ici Augusto, Germanico, Pontifici, Tribunica, Potestate, Imperatori, Consuli, Patriae, Patrie. Alors pourquoi Patriae? Parce que c'est le génitif féminin singulier de Patriae, c'est père de la patrie. C'est un génitif, c'est pas un datif. Voilà. Alors, maintenant, pour les chiffres, si vous les voulez, je peux les écrire en toutes lettres. Ben, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Est-ce que je vais les écrire juste en dessous? J'ai plus beaucoup de place, donc ça va être decimum, alors septimum, alors ici ce sera sextum, et ici ce sera sextum aussi, voilà. Alors maintenant, on va voir quelles sont les différentes parties de cette adresse. En fait, dans cette adresse, il y a deux parties. Petit 1, qui va jusqu'ici. Alors là, je prends une autre couleur, sinon on ne va plus se trouver. Et ici, vous avez une deuxième partie à partir du germe. Et dans cette partie-là, vous verrez qu'il y a aussi deux ou trois parties. Alors, la première partie, In Caesari divi Neroae filio Neroae Traiano Augusto. En fait, toute cette partie-là, c'est le nom de Trajan. Il a un nom qui est très long. Alors, je vais écrire sur la partie qui se trouve ici à droite du tableau. Alors, donc on est dans le 2-1. Ça va? On est dans le 2-1, ici. 2-1. Alors, vous avez tout d'abord le imp. Eh bien, le imp, c'est son prénom. Parce que les empereurs, en tout cas chez Trajan, ne font plus apparaître leur prénom réel, je dirais, le prénom qu'ils ont reçu à la naissance, et le mot imp, impérateur, devient leur prénom. Donc, il y a d'abord, dans ce qu'on appellerait le nom en français, dans les noms, vous avez tout d'abord donc le prénom. Ça, c'est imp, ça, c'est le prénom. Chez les Romains, c'est ce qu'on appelle le prénom. Ensuite, vous avez Caesari. Et vous avez également Augusto, qui sont ce que l'on appelle les cognomènes, c'est-à-dire les surnoms. Alors, je mets ici, donc vous avez Caesari, et vous avez d'autre part le Augusto.
va? Ceux-ci, ce sont donc les surnoms. En latin, ça se dit cognomen, cognomina, puisque c'est un pluriel. J'écris le mot en dessous. Cognomen au singulier. Et donc ici, c'est le praenomen. Voilà, ça va, praenomen. Le prénom. Le prénom, c'est ce qui vient avant le nom. Mais je vous ai déjà expliqué, je crois que dans notre civilisation, à votre naissance, vous recevez un prénom, et ce qui vient après le nom, c'est le nom de la famille chez nous. Hein? Eh bien d'accord, mon prénom c'est Jean-Michel Dufay, mais si vous êtes dans une autre civilisation, dans une autre région du globe, vous pouvez avoir d'abord le nom de votre famille. Je prends le cas de la Chine, c'est Mao Zedong. Mao, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Et Zedong, c'est ce que nous appellerions le prénom. Mais comme il vient après, ça s'appelle un post-nom. Vous êtes bien d'accord, c'est plus le prénom. Bon. Si vous prenez le cas de la Hongrie, en Hongrie, c'est la même chose. J'ai une amie qui vit à Budapest. Eh bien, en Hongrie, on met toujours ce que nous appelons le prénom après le nom, systématiquement. Donc c'est Kovac Ilona, Hélène. Donc Kovac Ilona. Donc quand vous écrivez la liste de quelqu'un, vous mettez toujours d'abord le nom suivi du prénom. Bon. Ensuite, vous avez le nom au sens strict. Au sens strict. Alors le nom au sens strict, il se trouve où? Eh bien, le nom au sens strict, c'est Neroi. Ah oui, j'ai dit Kaysari, je vais mettre quand même au nominatif, hein, c'est quand même plus juste. Hein. Augustus, hein, plutôt que le laisser au datif. Vous avez ensuite le nom. Alors le nom, c'est, eh bien, c'est Neroi Traianus. Neroi Traianus. Ça, c'est son nom. Ça va? C'est le nomen, son nom. Nomina au pluriel, si vous voulez, c'est son nomen. Voilà. Est-ce que ça va pour la... Oui? Entendu. Alors maintenant, on va diviser tout ça et on va voir à quoi ça correspond au niveau des fonctions. Alors, je vais ici établir, mettre une première ligne, une deuxième ici, une ici et une là. Je vais me dire, mais pourquoi il met toutes ces lignes? Parce qu'en fait, ceci correspond à une fonction qui est une fonction militaire. Les empereurs ne s'appelaient pas empereurs, on les appelait, c'était les princeps, les principes à Rome. Être imperator, ça signifie que l'on possède le pouvoir, l'imperium. Imperator, déjà sous la République, était un titre militaire. On était proclamé imperator lorsque l'on avait, et seulement dans certains cas, remporté une victoire. Donc, imperator est synonyme de général et n'est pas synonyme de monarque. Donc, un titre militaire. Ensuite, vous avez le mot Kaysari, qui est un titre, ce n'est pas un titre, c'est un, je vous l'ai mis, vous voyez ici, je l'ai mis dans la partie des surnoms, ça fait partie de son nom de famille, si vous voulez. Hein? Ça remonte à ce fameux Jules César, hein, qui appartient à l'époque républicaine, qui a conquis la Gaule, et qui était nommé dictateur à Rome, donc ça se situe dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été assassiné à la mi-mars 44 avant Jésus-Christ, qu'on appelle les Ides de Mars. Ensuite, tout ceci fait partie du même groupe, d'un point de vue grammatical. Alors, ça veut dire qu'il est fils du divin Nerva. Alors, qui est ce Nerva? On voit deux fois Nerva. On voit Nerva ici, on voit Nerva là. Le Nerva qui est là,
Eh bien, c'est l'empereur qui l'a précédé. C'est l'empereur qui l'a précédé et qui l'a adopté. Je vous ai dit qu'en 97, ici, eh bien, Trajan avait été adopté par l'empereur en titre et en fonction à ce moment-là, qui était Nerva. Bon, donc, ici, ça marque sa filiation. Donc, je mets juste en dessous, hein, divus, ou divus plutôt, divus. Alors, oui, non, je vais mettre ici, je suis obligé de mettre au génitif, divus Nervae filius, donc fils du divin Nerva, ça indique sa filiation. Et je vous ai dit, enfin, que Nerva Traiano, c'est nouveau Nerva. Mais ça fait partie de son nom à lui. Ça, c'est le nom de son père, adoptif, et ça, c'est son nom à lui. Parce qu'une fois qu'il a été adopté par Nerva, il a porté le nom de son père aussi. C'est le nom de son père adoptif, mais c'est son nom repris à celui de son père. Donc, il ne faut pas croire que c'est le même nom qui apparaît des deux côtés. Voilà. Et son vrai nom, ben, il a disparu en cours de route. Son vrai prénom, si vous voulez. Voilà. Alors, pourquoi est-il marqué divus ici? Divin. Eh bien, parce que lorsqu'un empereur décédait, le Sénat pouvait décider que cet empereur avait très bien fait son boulot et il pouvait être divinisé. Tous les empereurs n'étaient pas divinisés, c'est seulement le Sénat qui décidait de la divinisation d'un empereur. Quand un empereur est divinisé et qu'il peut devenir Dieu, on l'appelle, c'est après sa mort, hein, c'est pas de son vivant. À ce moment, ce geste, ou ce moment qui suit son décès, la proclamation, qui est celui de la proclamation par le Sénat, ça s'appelle l'apothéose. Théos vient du mot théos qui veut dire Dieu, et apo, ça veut dire que l'on monte au ciel, si vous voulez. L'apothéose, c'est, je dirais, l'ascension. L'ascension dans le monde divin, l'apothéose. Tous les empereurs ne sont pas divinisés. Il y a eu des empereurs qui ont été maudits. Par exemple, Néron, hein, ou Caligula. Qu'est-ce qui se passe quand l'empereur est maudit? Eh bien, non seulement vous ne verrez pas dans les inscriptions sur les monuments le mot divus, mais en plus de ça, on va même marteler leur nom pour les faire partir puisqu'ils sont maudits. Je vous avais expliqué, me semble-t-il, quelque chose de semblable pour le XVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il était question de Thoutmôsis III et qu'il était question d'Hatshepsut. Thoutmôsis III a fait détruire les inscriptions portant le nom de sa belle-mère, de sa marâtre, si vous voulez, Hatshepsut, et il a, pour bien montrer qu'elle n'avait pas été pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait marteler toutes les barbichettes postiches que tous les pharaons portent, hein, vous savez, sur les statues, pour bien montrer qu'elle n'avait pas été pharaon, parce que ça, c'est un signe de la souveraineté en Égypte. Pour bien montrer que ça avait été une femme parmi les autres, mais qu'elle n'avait pas été pharaon, puisque dans les faits, elle avait été pharaon. Hein, voilà. Alors, je continue. Il reste encore un terme qui est Augustus. Augustus. Alors, Augustus, c'est un titre religieux, bien entendu. Octave a porté ce titre, c'est le premier à porter ce titre. Mais c'est un terme sacré, qui renvoie au monde sacré. Être auguste, ça veut dire appartenir au monde religieux. Donc c'est un titre religieux. Alors, vous voyez que donc, il y a d'une part toute cette partie-ci qui relève directement du nom sanskrit, puis vous avez la filiation, et enfin vous avez un titre religieux.
On va passer à la deuxième partie maintenant de l'adresse. Les deux lignes qui suivent, à partir de la double barre rouge qui se trouve au tableau, ce sont en fait non plus les noms de l'empereur, ce sont les dignités qu'on lui a accordées pendant l'exercice de son règne, et on trouve également les fonctions qu'il a occupées. Alors, je descends, je vais effacer ce que je viens d'écrire. Pour avoir un peu de place. Voilà. Donc, on est maintenant dans le 2-2. Il y est question d'abord de dignité. Alors, 2-2-1, les dignités accordées à l'empereur. Alors, ces dignités, quelles sont-elles? On voit d'abord qu'il est appelé Germanicus et Dacicus. Alors ça, c'est un titre des dignités qu'il a reçues, des titres qu'il a reçus. Pourquoi? Eh bien parce que, à la suite d'une campagne, deux campagnes, où les Germains d'une part et les Daces, c'est les ancêtres des Roumains, la Dacie, ça se trouve, ça correspond en gros à la partie occidentale du Danube, quand on arrive vers son embouchure, en Europe orientale. Donc, il est d'abord, vous mettez Germanicus. Depuis quand est-il Germanicus? Alors là, je vais vous demander d'aller regarder sur le tableau de gauche. Depuis 97, il a reçu ce titre. Donc, en 97, Trajan, qui a battu les Germains, ce sont les Suèves, plus particulièrement, c'est un peuple germanique, les Suèves, ont été battus à la fois par Trajan et Nerva. Donc, ils ont tous les deux reçu le titre de Germanici, au pluriel. Ensuite, regardez toujours, j'ai indiqué que fin 102 après Jésus-Christ, Trajan, qui se retrouve donc seul, puisque Nerva est décédé en 98, remporte une campagne contre les Daces et il obtient le titre de Dacicus. Vous connaissez peut-être la marque Dacia, marque de voiture. C'était une voiture construite en Roumanie. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours c'était repris par Peugeot ou quelque chose comme ça, je crois. Et Dacia. C'est le nom, donc, ça voulait dire Roumanie. Le nom ancien de la Roumanie, quoi. Comme Lusitanie est l'ancien nom du Portugal, par exemple. L'Ibérie d'Espagne. Ça va? Bon. Alors, il avait mené effectivement une campagne là-bas parce que les Romains, ou plutôt les caisses de l'État, étaient vides et il se fait qu'il y avait des richesses en or, des mines en or extrêmement importantes en Roumanie, en Dacie à ce moment-là, et ça va permettre d'ailleurs de renflouer le trésor des Romains. Donc c'était une campagne très très importante. Il y en a eu deux. Il y a eu une autre campagne en 105 par exemple, où le roi, comment dirais-je, le roi des Daces avait été battu, il s'appelait Décébal, considéré comme un héros évidemment pour les Roumains, Décébal, il avait été battu, ça avait été une campagne extrêmement dure, et c'est cette même campagne qui a été reproduite un petit peu comme une bande dessinée sur tout le pourtour de cette colonne Trajane jusqu'à son sommet. Eh bien, à la suite de cette campagne, donc, il obtient donc ce titre de Dacicus. Donc je mets ici Dacicus. Ce sont donc deux dignités. Mais il y a une troisième dignité que vous allez voir apparaître tout à la fin, qui est Patriae
patrie. Il est père également de la patrie. Donc il est patriae. Alors je vais mettre évidemment au nominatif, ce sera pater. Patriae, pater, au nominatif, donc au cas sujet. Maintenant, on va diviser ces deux lignes-là, comme je l'ai dit précédemment, pour que vous voyez bien les différentes parties. Il est donc germanico, dacico, d'ailleurs, c'est même pas indispensable de mettre une barre à cet endroit-là. Il est ensuite pontifici maximo, on met la barre ici. Il dispose de la puissance tribunicienne, je mets la barre là. Alors, imperatori sextum, consuli sextum, patriae patri. Bon. Alors, on reprend ceci. Et donc, vous mettez deux, maintenant, les fonctions occupées. Maintenant, ce sont des fonctions, ce ne sont plus des dignités. Alors, ça va? Alors, première fonction, vous allez voir que c'est un titre religieux, une fonction religieuse. Il est grand pontife, maximus pontifex. Je vous signale que c'est toujours le titre en latin du pape à l'heure actuelle. On dit le souverain pontife à l'heure actuelle. Parce qu'une fois que l'Empire est devenu chrétien, officiellement à partir de Théodose le Grand, Théodose Ier, eh bien, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'empereur, mais ça va être le pape qui va porter ce titre-là. Mais à l'époque de Constantin, pendant tout le IVe siècle, l'empereur garde le titre de Pontifex Maximus qui lui permet, alors que Constantin n'était baptisé que tout à la fin de sa vie, d'avoir la mainmise non seulement sur la religion romaine, mais aussi sur la religion catholique. Pontifex Maximus, ça veut dire le grand prêtre. Il est grand prêtre. Donc, il est d'abord Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Il est grand prêtre. Voilà, grand pontife. Ensuite, c'est donc bien une fonction ici religieuse. Fonction religieuse. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une série de fonctions qui ne sont pas des fonctions religieuses, mais des fonctions politiques. Alors, quelles sont ces fonctions politiques? Alors, ces fonctions politiques, c'est tout d'abord que, pour la 17e fois, Trajan a reçu la puissance tribunicienne, ça veut dire qu'il est devenu tribun. Être tribun de la plèbe, c'était très très important. C'était une fonction à la fois populaire, puisque les tribuns étaient chargés de protéger la plèbe, c'est-à-dire le petit peuple, et on dit encore à l'heure actuelle qu'exercer la fonction tribunicienne, c'est être syndicaliste par exemple. Un syndicaliste exerce la fonction tribunicienne. Je vais vous montrer maintenant sur le tableau à gauche, regardez, en quoi cette fonction permet de dater le document, de dater cette inscription. Trajan devient empereur, c'est-à-dire qu'il succède à Nerva en 98. Normalement, on aurait dû dater sa première accession à la puissance tribunicienne en 98. Mais il se fait qu'à 2 reprises, Trajan a décidé de remonter dans le temps. Et il est remonté carrément au moment où Nerva devient lui-même empereur pour dater le début de son propre tribunat. La fonction tribunicienne était annuelle et perpétuelle. Ça veut dire qu'on la garde constamment, jusqu'à sa mort. Donc, si vous calculez de 96 en ajoutant 17, puisque c'était une fonction annuelle, vous tombez sur l'année 113. Ça va? D'accord, hein? 4 ans avant 100, puis vous avez 10 ans, et puis nouveau 3, ça fait bien 17 ans. Ça va? Donc,
on peut dater cette inscription ici de 113. C'est le moyen qui permet de dater. Alors, on va voir si ça se... Il y a d'autres éléments qui permettent de dater également. Donc, je mets d'abord ici la puissance tribunicienne, donc qui accède au tribunal. Donc, je vais mettre tribunus là, pour faire ça. Tribunus. Bon, c'est pas le mot qui apparaît ici. Là, il est chargé de la puissance tribunicienne, mais tribunus, pour faire ça. Tribunus. Ensuite, on voit, il est indiqué impsis. On avait déjà vu ici le imp. Ici, c'était son prénom. Ici, c'est quoi alors le impsis? Le imperatori sextum. En fait, alors je le mets ici, imperator. Je vous ai dit que c'est une fonction militaire tout à l'heure. Alors pourquoi 6? Alors qu'il est empereur depuis 98. Donc en 113, on aurait pu mettre aussi, si c'était une charge annuelle 17. Mais ce n'est pas une charge. C'est en fait un honneur, c'est-à-dire que l'on est proclamé empereur, imperator, la première fois l'année de son accession, au trône impérial, c'est-à-dire la première fois ici en 98. Et puis, qu'est-ce que je vous avais expliqué tout à l'heure? C'est que c'était un titre qu'on accordait aux généraux victorieux. S'il est marqué 6, c'est qu'il a été proclamé 6 fois imperator à la suite de 6 campagnes militaires. Il ne faisait pas des campagnes militaires chaque année qu'il remportait. Donc, il ne l'a été que 6 fois. Ce qui est beaucoup, hein, parce que c'est un empereur qui était un grand général, hein, Trajan. C'est à l'époque de Trajan que l'Empire va connaître sa plus grande extension. Donc, quand vous voyez la carte de l'Empire romain, d'habitude, où on voit tous les territoires de l'Empire romain, mais ça, c'est à l'époque de l'apogée de l'Empire, à l'époque de Trajan. Parce qu'avant, il y avait des territoires en moins, et par la suite, il y en aura en moins aussi. Donc, c'est le moment où l'Empire va connaître sa plus grande extension. Donc, c'est la 6e fois qu'il va être proclamé imperator, c'est-à-dire général en chef victorieux. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous voyez qu'il est marqué cos 6, consuli sextum. On va dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Non. C'est un hasard que vous avez sextum des deux côtés. En fait, les impérateurs, les empereurs, pendant l'exercice, pendant le règne, se faisaient élire certaines années consuls et d'autres pas. Mais c'est devenu un titre tout à fait honorifique à l'époque impériale. Je vous ai dit qu'à l'époque républicaine, le consul est un des 2 coprésidents de la République romaine, mais à l'époque qui nous intéresse, c'est devenu un titre honorifique, qui correspond à une ancienne charge politique éminente, c'était la magistrature suprême, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous mettez qu'il est consul, il est consul. Voilà. Alors, si l'on fait le bilan, eh bien, vous avez ici, en tant que tribun et en tant que consul, des charges qui sont politiques, et en tant qu'impérateur, c'est une charge militaire. Voilà. Donc, vous voyez, 3 types de fonctions apparaissent. Une fonction religieuse, Pontifex Maximus, 2 fonctions politiques, tribun et consul, et une fonction militaire, celle d'impérator, à ne pas traduire par empereur, mais par général en chef victorieux. C'est ça la bonne traduction qu'il faut faire pour impérator. Alors, je regarde, j'ai rien oublié, je ne crois pas. Alors maintenant, on va passer à l'exposé, le 3. Vous voyez, le 3. Alors là, je vais traduire, d'abord, et c'est très important, parce que vous allez comprendre pourquoi la dédicace a été faite en l'honneur de Trajan. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout parce qu'il a gagné contre les Daces, c'est beaucoup plus tard, enfin c'est plus tard que celui qui a, comment dirais-je, décidé de graver, celui qui a gravé, enfin le maître d'œuvre, hein, qui a gravé la colonne Trajane, qui s'appelait Apollodore de Damas, a décidé de commémorer justement les victoires, ou plutôt la campagne
Dacique, c'est-à-dire la campagne de Trajan en Roumanie. Parce qu'effectivement, quand la colonne de Trajan a été édifiée, ce n'était pas du tout pour cette campagne-là, le fût, il devait être un simple fût lisse. Et puis, on a décidé de, comment dirais-je, de graver cette colonne. Mais ça, c'est venu dans un deuxième temps, c'est venu après la dédicace qui se trouve en dessous de la colonne. Donc vous allez savoir pourquoi cette colonne est érigée maintenant. Ça se trouve là. Et ça n'a rien à voir avec la campagne classique. Alors, il est marqué ici que la dédicace a été rédigée ad declarandum, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en gérondif en latin, hein, l'accusatif, ça veut dire pour témoigner, pour proclamer, pour témoigner. Ça va? Alors, témoigner quoi? Eh bien, témoigner toute la proposition, tout ce qui se trouve ensuite. Pour témoigner de quelle hauteur, donc, ça marque la quantité, si vous voulez, de quelle hauteur, c'est ce qu'on appelle, c'est donc un génitif féminin singulier, altitudino, ici est au génitif, donc c'est un complément déterminatif, là c'est un adjectif qui marque la quantité, donc de quelle hauteur la colline et l'emplacement, ben, vous allez dire, mais pourquoi il y a un singulier ici? C'est une expression ici, donc la colline, ou l'emplacement de la colline, ça va? Mont, c'est la colline, hein. La montagne, enfin la montagne c'est peut-être un grand mot, c'est une colline. Hein. Alors, a été, alors creusé, egero en latin ça veut dire vider, a été retiré, egero, et ici c'est le subjonctif parfait, donc du verbe éguerer. Donc, pour témoigner de quelle hauteur la colline a été creusée au prix de, à l'occasion de, à cause de tant de travaux. Ici, ablatif, opus, ça veut dire un travail, opéra au pluriel, ibus, c'est la marque du datif ou de l'ablatif. Donc ici, je relis l'ensemble. Donc, le Sénat et le peuple romain. Alors, pour témoigner de quelle hauteur la colline a été creusée par de gigantesques travaux, a dédié, mais ça c'est sous-entendu, le présent monument, à l'empereur César Nerva Trajan, fils du divin Nerva, Auguste, j'aurais pu dire Auguste avant. Alors, germanique, dacique, ça veut dire sur la victoire qu'il a emportée. Grand prêtre, disposant de la puissance tribunicienne, 17e année. Général en chef victorieux pour la 6e fois, consul pour la 6e fois, et père de la patrie, donc pour déclarer quelle hauteur la colline a été creusée par d'aussi grands travaux. Alors maintenant on comprend pourquoi cette colonne a été édifiée, je vous le montre. Elle n'a pas été édifiée du tout pour fêter, comme on pourrait l'imaginer, la victoire de Trajan sur les Daces, comme on pourrait le laisser penser. Hein, parce que vous ne le voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais en fait, tout ceci est sculpté hein, jusqu'au-dessus. C'est en fait, ici, une sorte de bande dessinée où on voit les Romains qui sont en train de battre les Daces. C'est tout simplement pourquoi? Eh bien parce que pour pouvoir construire le marché où l'on a édifié cette colonne, on a dû raser complètement une colline, vous imaginez?
c'est-à-dire l'ensemble des terres qui se trouvaient entre le Capitole et le Quirinal. Le Quirinal, c'est l'endroit où se trouve à l'heure actuelle la résidence du président de la République italienne. Donc ça veut dire qu'ici, où vous avez la colonne Trajane, ici, voilà, eh bien il y avait une colline. Et cette colline, vous imaginez comme elle était haute. Donc ça veut dire qu'on a dû raser, vous imaginez combien de bulldozers et combien de temps il faudrait pour retirer toute une colline, puisque là, le sommet de la statue ici, eh bien, correspondait à la hauteur de la colline avant. Alors je vous montre ce qu'il en est advenu de cette colline qui a complètement disparu. Eh bien, c'est un marché, c'est le forum de Trajan. Regardez ici. Eh bien, tous les bâtiments que vous voyez là, eh bien, si la colline était restée, mais ils seraient complètement ensevelis par la colline. Ça va? Donc, sur cette place, sur ce forum de Trajan, il y avait donc une colline, et c'est ce qui a permis, on a été complètement rasé, et ce qui a permis donc de construire ce forum, cette place, et tous les bâtiments, vous voyez là. Donc vous devez imaginer qu'avant la colline, elle allait jusqu'ici. Jusqu'ici. Tout ça, c'était donc une colline. Voilà, c'est un quartier qui a complètement changé, donc ça a changé complètement la physionomie de Rome que l'édification de ce forum d'abord. Voilà. Et donc la colonne était là, non pas pour célébrer, je dirais, vous l'avez bien compris maintenant, des victoires militaires, mais pour célébrer l'empereur, bien entendu, et les travaux de génie civil, les travaux urbanistiques qui ont été menés pour établir ce marché, cette place de discussion. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel. Maintenant, je vous montre encore quelques livres avant de terminer. Je ne vais pas reprendre tous les livres que nous avons déjà vus il y a 2 jours, donc je ne vais reprendre ici que les principaux qui me semblent vraiment très importants. Donc ça a déjà été vu, je ne le montre plus. Oui, je vais simplement vous montrer peut-être que j'ai la carte de Rome ici. Alors, oui, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, hein, mais regardez, ici, vous avez donc la Rome ancienne. Ici, vous avez le Capitole, où se trouve la fameuse statue équestre de Marc Aurèle, que je vous montrais juste avant le cours. Ici, vous avez le Quirinal. Eh bien, c'est entre le Capitole et le Quirinal qu'on a donc creusé dans le sol. On a supprimé carrément une colline, et c'est donc ici que se trouve le forum de Trajan. Alors, quelques livres donc. Si vous voulez identifier un certain nombre de fonctions républicaines ou impériales, je vous renvoie à André Pelletier, Lexique d'Antiquité romaine, dans la collection U2. Je vous renvoie également au Dictionnaire de la civilisation romaine, en Larousse, vous avez évidemment en couverture le Colisée. Je vous avais déjà montré il y a 2 jours, mais je le remonte parce que c'est important, 2 ouvrages où il est question d'épigraphie, Sources et méthodes dans l'histoire ancienne de Jean-Nicolas Corvisier, dans la collection chez Armand Collin, collection Presse universitaire de France, collection 1er cycle. Donc vous avez une bonne 30aine ou 40aine de pages consacrées à l'épigraphie. Vous avez dans cet ouvrage-ci de Pousset et Annick, qui est un guide bibliographique aux sources de l'Antiquité gréco-romaine. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les références possibles et imaginables jusqu'à la date de parution du livre sur les recueils d'inscriptions latines et grecques. Alors le petit livre de Raymond Bloch, l'épigraphie latine, en que sais-je. Alors, sur l'Empire romain, ou le Haut Empire, quelques ouvrages généraux, de Paul Petit, Histoire générale de l'Empire romain, le Haut Empire, 27 avant Jésus-Christ, 161 après Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Marc Aurèle. Le règne de Commode n'est pas pris dedans, parce qu'il fait partie du tome 2, où il est question de la crise de l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, dans la collection Peuple et civilisation de Joël Le Gall et Marcel Leglé, le Haut Empire de 31
avant Jésus-Christ à 235 après Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Sévère Alexandre. De François-Jacques et John Shade, Rome et l'intégration de l'Empire, 44 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort de César, l'assassinat de César jusqu'en 260 après Jésus-Christ, donc la période est plus longue, dans la collection Nouvelle Clio. De Paul Petit, la paix romaine qui couvre les 2 premiers siècles de notre ère, collection Nouvelle Clio. De Maurice Sartre, le Haut Empire romain, les provinces de la Méditerranée orientale d'Auguste Sévère, collection Point, dans la Nouvelle Histoire de l'Antiquité. Son pendant, le Haut Empire romain en Occident d'Auguste Sévère de Patrick Leroux. Alors, pour terminer, 2 ouvrages qui valent vraiment la peine d'être lus, du même auteur, Jérôme Carcopino, qui était un grand romaniste d'avant et de pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été ministre du maréchal Pétain, donc c'était un homme d'extrême droite. La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire, il était ministre de l'Éducation nationale, donc chez Hachette. Alors là, c'est un ouvrage qu'il faut lire vraiment. C'est vraiment toute la vie de Rome à l'époque de deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, à l'époque de Trajan. Vraiment, on se croirait vraiment à Rome. C'est très très bien écrit et c'est très très vivant et surtout très savant, mais l'érudition n'est pas... On ne souffre pas du tout de l'érudition dans cet ouvrage, dans la collection La vie quotidienne. Et enfin, de Jérôme Carcopino, chez Hachette, les étapes de l'Empire romain. Les étapes de l'Empire romain. Alors, ce que vous devez lire, c'est le chapitre 3, un retour à l'impérialisme de conquête, l'or des Daces. C'est de la page 106 et suivante. C'est toute l'histoire, justement, de cette conquête de la, entre guillemets, Roumanie. Hein, n'oublie pas que la Roumanie porte son nom des Romains, c'était la Romanie. Hein. Ça vient de là, d'ailleurs, Roumanie, en roumain, ça se dit Romagne. Hein, donc, les Romains ont laissé leur nom à cette région, ce pays d'Europe du Sud-Est, alors que les Romains n'y sont finalement restés que 150 ans. C'est le paradoxe, c'est que les Roumains sont très attachés à leur latinité, parce qu'ils sont entourés par les Hongrois, par des Slaves, ils sont tout à fait coupés de la latinité portugaise, espagnole, française ou italienne, ils sont tout à fait coupés, les Roumains, alors qu'en fait, ils rendent hommage de cette manière à leurs persécuteurs, parce que les Romains ont persécuté véritablement les Daces, puisqu'ils ont pillé véritablement ce territoire. J'ai dit